Eh bien, voici la dernière présentation démotechnique de ce salon qui va parler de ransomware avec Commvault. La question n'est plus si, mais quand. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, Xavier Bourdelois va répondre à cette question. Il est responsable avant-vente de Commvault. C'est à vous. Bon, bonjour à tous et merci pour cette introduction. Donc, je suis Xavier Bourdelois de Commvault France et je suis responsable technique chez Commvault. C'est la dernière présentation de la journée, donc je vais essayer d'être bref et intéressant. Le salon a été long, il y a eu beaucoup de bruit. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour échanger un maximum. Pour commencer, je vais décrire un petit peu Commvault. Très rapidement, je ne sais pas si tout le monde connaît. Aujourd'hui, Commvault, on a 25 ans. On est historiquement connu et reconnu sur la partie protection de la donnée. Quand on parle de protection de la donnée, on va parler de sauvegarde, on va parler de réplication de données, donc tout ce qui est DRP. On va parler de tout ce qui est archivage. Et on va parler également de tout ce qui est gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité la donnée, qu'on l'a récupérée, eh ben forcément, on va être capable de cartographier cette donnée et détecter éventuellement des données sensibles. Mais j'y reviendrai. Rapidement, donc, le positionnement dans le Gartner, leader depuis de nombreuses années. Par contre, ce qui est peu connu, c'est notre positionnement en notation par ce même Gartner, qui montre un peu les différenciateurs forts que l'on peut avoir dans la solution. Les différenciateurs forts, c'est une couverture fonctionnelle la plus large du marché. On a l'habitude de dire qu'on sauvegarde des environnements de l'AS400 à GitHub, en passant par les containers, par une vingtaine d'hyperviseurs, par toutes les applications, on va dire, historiques. Et donc, cette couverture large nous permet d'adresser un maximum d'environnements chez nos clients. Le deuxième différenciateur fort, c'est que tout a été développé en interne. Le fait d'avoir tout développé en interne fait qu'on maîtrise notre technologie et qu'on a une seule interface d'administration et de management. Cette interface d'administration et de management, on va être capable de la déployer on-premise, sous forme d'appliance de sauvegarde éventuellement, ou d'appliance de réplication, mais également sous format SaaS. On va décliner notre offre Commvault en fait en format SaaS et cette offre s'appelle Metallic. Donc l'objectif de la journée, enfin de la session, c'est vraiment de faire un focus sur tout ce qui est partie ransomware. Aujourd'hui, je pense que tout le monde vous en a parlé. La question, c'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand. Ce qu'on remarque, c'est que c'est pas parce que 75% des sociétés qui ont été attaquées ou infectées, en fait, avaient déjà un logiciel à jour. Donc, c'est pas parce qu'on est à jour qu'on est paré qu'on n'est pas comment dire susceptible d'être attaqué. 35% des données sont restées cryptées après le paiement de la rançon. Donc payer la rançon n'est pas non plus une solution. Et le nombre de jours d'indisponibilité moyen par attaque est de 21 jours. Ça, ce sont des chiffres, on va dire, génériques qu'on va retrouver dans les médias, qu'on va retrouver. Par rapport à ça, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de tout ce qui est Zero Trust. Qu'est-ce que c'est que le Zero Trust? Le Zero Trust, l'idée, c'est de faire confiance à personne. Si on fait un parallèle avec notre vie de tous les jours, c'est typiquement la maison. La maison, en fait, nos bijoux ou nos biens, on va les mettre dans un coffre-fort. Donc, on va les avoir sécurisés. Mais ça n'empêche pas qu'on va fermer à clé notre maison. Et puis, dans notre maison, on va aussi mettre une alarme. Et ben, typiquement, on va reproduire cette architecture dans l'environnement, on va dire, dans l'environnement IT.
Le Zero Trust, c'est pas une fonctionnalité. Le Zero Trust, c'est une architecture, c'est un design. Faire confiance à personne, c'est la mise en place de plusieurs outils, plusieurs méthodes d'architecture pour penser, pour être capable de parer à une attaque. On va retrouver, bien sûr, cette architecture Zero Trust. Quand on décrit nos fonctionnalités sur toute cette partie sécurité, contre les ransomware, etc., généralement, on va utiliser en fait un modèle qui est le modèle du NIST avec les 5 couches que l'on va retrouver ici, qui vont être identifiées, protégées, détectées, répondre et récupérer la donnée. Pour le simplifier, ce modèle, je vous propose que on s'en serve par rapport à des retours d'expérience client sur les prochains slides. Juste, si je dois, par rapport à cette architecture Zero Trust, vous donner quelques fonctionnalités, on va retrouver, bien sûr, tout ce qui est sécurisation du code, sécurisation de l'operating system, de nos infrastructures de sauvegarde. On va sécuriser les accès, la fameuse, entre guillemets, clé pour rentrer dans la maison. D'accord ? Donc, on va être capable de faire de l'authentification multifacteur, avoir différents modes de workflow, d'approbation, typiquement pour exécuter des actions critiques. On va être capable de se corréler à des outils comme CyberArk pour gérer la rotation des passwords de façon dynamique. On va également sécuriser la donnée. Donc là, vous avez certainement entendu parler de tout ce qui est technologie Worm. Donc là, c'est le coffre-fort. J'aurais tendance à dire que pour moi, c'est la partie la plus naturelle des outils que l'on peut proposer. La sécurisation de ces données, le fait de ne pas pouvoir les modifier est quelque chose de très important. Et puis enfin, également sécuriser la partie réseau, parce que même si la donnée, elle réside dans un coffre-fort, il ne faut pas qu'une attaque se propage sur différents flux. Et c'est là où on va rentrer en compte toute la partie sécurisation des flux, être capable d'éviter la propagation d'un virus ou d'un cryptolocker. Donc le premier cas, le premier retour client qu'on va mentionner sur la partie identification, c'est un client en fait qui est dans le retail. On parle de plus de 1000 VM, on parle de plus de 100 Tera de données. Il a été attaqué, mais heureusement, ce client, il était prêt. Être prêt, c'est avoir bien identifié ses infrastructures, c'est les tester régulièrement, c'est être sûr des fonctionnalités qu'on a mis en place, c'est également bien connaître ses niveaux de service. Comment Commvault permet de répondre à ces problématiques? Typiquement, très simplement, on a un dashboard qui va nous permettre d'identifier les différentes fonctionnalités qu'on a activées sur nos plateformes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi c'est pas par défaut? Alors en fait, les fonctionnalités sont par défaut. Sauf qu'en fait, votre logiciel, il est pas là juste le jour de l'installation. Il évolue dans le temps. Et quand vous le faites évoluer dans le temps, c'est bien de savoir s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent qu'il faut mettre en place, plutôt que ça révolutionne la totalité de votre environnement. Donc, et pour ça, en fait, on va être capable, via ce dashboard, de savoir qu'est-ce qui est activé. Si ça ne l'est pas, comment je fais pour l'activer? Est-ce que c'est recommandé par Commvault ou pas? Le deuxième dashboard que j'ai choisi de vous présenter, parce qu'on a plein de fonctionnalités autour de ça, c'est le reporting. Avoir un outil qui va être capable de vous apporter du reporting cohérent sur les niveaux de service que vous avez définis auprès de vos utilisateurs, c'est primordial. Ce niveau de reporting va vous permettre en fait de valider ce qu'on appelle le RPO, donc le point de backup, les points de backup réguliers, mais ça va aussi vous permettre, on en parlait sur la session d'avant, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, de définir, d'imaginer le
temps de reprise d'activité. C'est un temps de reprise d'activité qui est calculé en fonction des éléments que va avoir la plateforme et qui va être estimé. Si on estime que ce temps n'est pas bon, quelque part, il faut l'adresser. Et c'est ce genre de rapport qui va vous permettre de valider continuellement que vous avez le bon niveau de service pour vos utilisateurs. Donc on a, si j'ai le temps, je pourrais vous faire une démonstration de l'ensemble des rapports que l'on va avoir. On va également avoir ce type de rapport sur, bien sûr, la première copie de sauvegarde des données, mais on va aussi avoir ce rapport sur les copies des données et éventuellement sur les deuxièmes copies et les troisièmes copies vers le cloud. Le deuxième chapitre, sur la partie protection. Donc là, on est dans une société de consulting qui s'est fait attaquer et qui a décidé de payer la rançon. Dans son contexte, payer la rançon, ça n'a pas permis de restaurer la totalité des fichiers. D'accord ? Ils n'ont pas récupéré la totalité des fichiers. Heureusement pour eux, ils avaient une copie air-gappée. Donc, je ne sais pas si vous savez je pense que vous avez déjà entendu ce terme. La copie air-gappée vous permet en fait d'avoir une copie séparée de la production qui va être isolée de l'environnement de production. Ce qui fait qu'en termes si votre environnement de production vient à être attaqué ou si vous venez à perdre votre environnement de production, vous pouvez récupérer vos données sur la copie de cette donnée. Ce que je vous propose par rapport à Commvault, on a différentes méthodes d'architecture sur ces différentes d'architecture air-gap. On va être capable de maîtriser les flux. On a différentes topologies. Toutes ces topologies en fait se créent de façon graphique. Donc c'est très ludique entre guillemets pour configurer cette partie-là. On va ajouter à cette notion de topologie des fonctionnalités de power management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable d'avoir un proxy, par exemple, ou un relais ici. Et ce relais, on va être capable de le démarrer au moment de la copie et de l'éteindre à la fin de la copie. Ça va éviter quoi? Ça va éviter que quelqu'un qui veut attaquer qui veut comment on va dire, infecter votre service informatique, plutôt qu'il se propage petit à petit parce qu'il y a une connexion réseau sur les environnements, l'ensemble des environnements du système d'information, là on a une rupture complète et tant que le système de sauvegarde, le système Commvault ne donne pas l'ordre de démarrer cet environnement, il ne pourra pas se propager. On le voit ici sur une copie d'écran, où globalement, en fait, on initie la copie, et au moment où on initie la copie, il y a également la possibilité de démarrer, il va démarrer automatiquement le proxy sur l'environnement de sauvegarde pour permettre la copie, et à la fin de la copie, il va éteindre ce proxy. Le troisième et quatrième chapitre de cette partie NIST concerne une société gouvernementale qui, pour elle, payer une rançon, c'était un crime terroriste. Donc, c'était hors de question. Et ce qui leur a permis de s'en sortir, c'est la capacité que leur a offert Commvault à réduire le temps de découverte de l'attaque. C'est toute la partie alerting et détection que l'on va retrouver sur cette partie NIST. Donc, détection, c'est tout ce qui est la partie monitoring. Comme on l'avait sur la session d'auparavant, à l'intérieur de la plateforme, on va être capable d'avoir de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui vont nous permettre de déduire
si les sauvegardes sont de la même volumétrie que la veille ou si elles sont beaucoup plus importantes. Si on a un comportement anormal de la statistique de sauvegarde, de la volumétrie de sauvegarde, à ce moment-là, on va déclencher une alerte. Mais non seulement on va pouvoir le faire sur le backup, mais on va également pouvoir le faire sur la production, parce qu'avec la technologie le permet. Donc on va être capable de monitorer toute l'activité file system sur la production, monitorer le nombre de fichiers créés, le nombre de fichiers modifiés, le nombre de fichiers effacés. On va en déduire un comportement sur 30 jours glissants, et ce comportement sur 30 jours glissants va nous permettre en fait d'avoir une courbe de statistiques. Cette courbe de statistiques, si on a énormément de modifications à un moment donné, c'est ce qu'on voit ici, ce taux anormal va nous envoyer une alerte, et via ce graphique, on saura tout de suite la date de l'alerte. On va savoir également où se situe la problématique, le comportement anormal, et on va être capable de remédier immédiatement sur ce qui aura été détecté. En complément, bien sûr, on automatise un maximum de services. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui est autour de CyberArk, de la rotation automatique des passwords. On va être capable de se corréler à des services comme ServiceNow, à du Splunk via des plugins. On va aller sur des serveurs syslog pour remonter, sur des serveurs syslog ou des SIEM pour remonter les informations. Tout ce que l'on a dans nos plateformes sont en API. Donc on peut arriver à faire un peu ce que l'on veut en termes de programmation et de paramétrage. Un point important, c'est qu'on n'est pas obligé de faire confiance au logiciel pour les clés d'encryption. On peut aussi utiliser les serveurs d'encryption externes, des serveurs KMS. Le dernier point du chapitre NIST, c'est la partie recover. En l'occurrence, chez ce client, il a perdu son site principal. Il a perdu sa production. Donc, il avait les données du backup n'étaient pas touchées. Il avait les données, mais par contre, il n'avait plus les machines de production à disposition. Donc, en fait, sa remarque, ça a été de dire, grâce à Commvault, j'ai pu restaurer mon environnement parce que, en fait, Commvault offre une flexibilité maximum en termes de restauration out of place. Et ce slide permet d'imager ce que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable de restaurer un environnement de production dans un environnement différent, dans un hyperviseur différent de ce qui existe sur l'environnement d'origine. Ça nous permet, même dans certains cas, d'effectuer des PRA, des plans de reprise d'activité, sur du cloud. Ça a un certain intérêt, puisque je pense que vous savez que sur le cloud, on paye à l'utilisation, et le PRA, il est utilisé, on n'espère jamais, mais il faut le tester régulièrement. Il faut le tester régulièrement, mais globalement, c'est une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois. Donc en fait, on va payer juste quand on va utiliser la ressource du PRA. On va y arriver. Alors j'ai encore quelques slides. J'ai résumé sur ce slide l'architecture Commvault liée à la partie ransomware. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir tester régulièrement son plan de reprise d'activité ou ses sauvegardes. En testant régulièrement son plan de reprise d'activité ou ses sauvegardes, on peut très bien l'imaginer avec cette partie cleaning room. Cette partie cleaning room, elle peut être sur un deuxième data center, mais elle peut également être dans le cloud. Donc si je l'ai décrit, si je reprends depuis le début,
On a parlé de la sécurisation, d'accès aux informations avec de l'authentification double facteur, des workflows d'approbation pour les actions critiques. On va être capable de monitorer la production pour détecter les comportements déviants, pour réduire la période ou détecter le plus vite possible le ransomware pour être capable de restaurer et d'avoir le moins de données possible à restaurer. On va stocker sur du stockage warm immutable, soit sous forme d'appliance, soit sous forme de baies de stockage avec des technologies warm qui peuvent exister. On va être capable de faire du air gap en initiant le flux, soit par un proxy qu'on va démarrer au moment de la réplication et on va l'éteindre à la fin. On réplique la donnée une fois, deux fois, autant qu'on veut. Et cette donnée, on va pouvoir la tester sur les environnements de backup. On va pouvoir la démarrer sur le backup, on va pouvoir la tester, on va pouvoir exécuter des scripts régulièrement, ordonnancer cette partie-là et avoir un report, toujours pareil, avoir un report qui va nous dire, qui va nous valider que nos backups sont cohérents et sont intègres. Ça, c'est pour la partie, on va dire, sauvegarde. La deuxième, il ne faut pas oublier non plus que Commvault maîtrise les données. Comme on maîtrise les données, on a la capacité à les analyser, à les cartographier, et on va être capable, sur la cartographie, de détecter les données chaudes, les données froides, de détecter l'activité des utilisateurs sur les file systems. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel utilisateur a effacé telle donnée. Bah aujourd'hui, je sais le dire, je sais le monitorer. Et puis, d'aller regarder tout ce qui est règles liées aux permissions Active Directory, au partage, pour être capable d'aller analyser, auditer, pour détecter éventuellement qu'un stagiaire n'a pas accès au répertoire de la direction. Et une autre partie dont j'ai un peu parlé, qui est la partie Disaster Recovery, où globalement, aujourd'hui, on est capable d'adresser ces différents pans du Disaster Recovery avec des optimisations, bien sûr, sur la partie cloud, puisque notre infrastructure est capable n'est pas structurante. Quand je dis n'est pas structurante, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer que quand on en a besoin. On n'est pas obligé de faire tourner les environnements 24 heures sur 24. Et pour finir, juste pour qu'il me reste un petit peu de temps pour éventuellement des questions, si je n'ai pas été clair. Pour finir, le portfolio. Le portfolio Commvault aujourd'hui est décomposé avec les produits que je vous ai décrits. Typiquement, la partie backup and recovery qui est la partie sauvegarde archivage, la partie disaster recovery qui fait la partie PRA. Vous avez tout un pan autour du stockage qui va consister à avoir tout ce qui est appliance de sauvegarde et éventuellement pour des environnements particuliers du stockage du software defined storage entre cloud. Et puis la partie Data Insight qui, elle, concerne toute la cartographie, détection des données sensibles et stockage, stockage dans des coffres forts de ces données sensibles. L'offre Commvault est également déclinée sous format Software as a Service. Cette offre, elle s'appuie sur les environnements Azure aujourd'hui et elle s'appelle Metallic. Donc c'est l'offre que l'on va retrouver ici. Et enfin, ce qu'il faut retenir, les différents différenciateurs forts de l'offre Commvault, c'est vraiment cette couverture fonctionnelle avec un code unique que l'on va être capable de déployer quel que soit l'environnement sur du logiciel, sur de l'appliance de backup ou sur du software as a service et bien sûr une seule interface pour adresser l'ensemble de ces environnements. J'ai essayé de ne pas trop vous endormir. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour.
Merci pour votre intervention. Merci. J'avais une question sur le use case avec les 56 heures De restauration. de restauration. Est-ce que les données étaient en virtual desktop ou est-ce que c'était sur du on-prem? Parce que si c'est sur du on-prem, effectivement, c'est rapide. Si c'est sur du virtual desktop, ça me paraît un peu long. Mais, On parle de l'infrastructure serveur. Ouais, On parle de... Non, c'était pas du virtual desktop. D'accord. C'était 1000 VM et 120 Tera ou quelque chose Donc comme ça. c'était du on-prem. Oui. Ok, ouais, donc effectivement, c'est. Et ma deuxième question, c'était est-ce que la réponse qui a été faite après incident, est-que c'était par exemple un patch qui n'avait pas été. Parce que ce que vous avez montré, c'est qu'on peut savoir si on est conforme ou si on n'est pas conforme par rapport aux bonnes pratiques, etc. Est-ce que vous avez pu savoir après coup si c'était dans votre soft où c'était marqué on n'est pas conforme à 5% et puis manque de bol, c'est sur ces 5% où il y a eu cette attaque ou ça a pas pu, vous n'avez pas pu savoir? Quand j'ai parlé d'identification, enfin de la partie monitoring et identification de l'infrastructure ou des best practices comme Vault, on parle de l'infrastructure de sauvegarde. Donc en fait, si le ransomware vient d'une source qui est différente, en fait, en l'occurrence, c'était le cas, hein, c'est une attaque extérieure, l'identification comme Vault, on ne sera pas capable de le voir. En fait, sur la partie comme Vault, en fait, nous, on va s'occuper de la copie de la donnée, de la sécurisation de la donnée, mais on n'est pas un logiciel d'antivirus. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était par rapport aux best practices, en fait, Oui. comme vous avez parlé. C'est les best practices de l'infrastructure comme Vault. Être sûr que s'il y a une élévation de privilèges, on ne puisse pas être attaqué, que l'attaquant ne puisse pas utiliser cette élévation de privilèges pour aller détruire les infrastructures de sauvegarde, par exemple. Parce que si on est attaqué et qu'on n'a plus non plus la sauvegarde, qui est le dernier rempart, à ce moment-là, on ne peut plus restaurer. Donc en fait, c'est toute la sécurisation de la donnée de sauvegarde que l'on va identifier, valider dans cette partie dashboard. Ok. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions? J'ai cru voir par là-bas, non? Non. Visiblement, c'est tout bon. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Et votre Merci à numéro tous. de stand de mémoire, c'était B31. B31. Voilà, B31, si vous souhaitez donc poser d'autres questions à Commvault. Je vous remercie d'avoir assisté à ces interventions, à ces démos techniques. Et bonne fin de salon à toutes et à tous.